ici le compteur. Ferme les yeux, installe-toi confortablement, respire lentement et laisse ton esprit dériver. Laisse les bruits du monde s'éteindre un à un. Ce soir, je t'emmène très loin, dans un monde où les parfums d'encens dansent sous les colonnades, où la lumière d'or glisse sur les pierres chaudes, où la mer murmure aux portes d'une cité légendaire. Ce soir, tu es à Alexandrie, la plus grande ville d'Égypte, un joyau brillant au bord de la Méditerranée, cœur d'un royaume ancien où les destins se dessinent entre intrigue, pouvoir et beauté, et au centre de ce monde, une femme que l'histoire n'a jamais oubliée, une reine qui fascina les plus grands, fit trembler des empires, aima sans retenue et mourut dans un ultime souffle devenu mythe, Cléopâtre. Son nom est comme une incantation, une mélodie douce et redoutable, où se mêlent la soie des voiles, le sang des batailles, la voix du Nil et le silence des tombeaux. Ce récit n'est pas seulement une leçon d'histoire, c'est un voyage, un rêve éveillé, une traversée nocturne dans les pas d'une souveraine hors du commun. Alors laisse-toi porter, oublie l'heure qu'il est, ferme les yeux et entre dans le royaume de Cléopâtre. Le jour s'étire lentement sur les dômes dorés d'Alexandrie et la mer paresseuse caresse les quais de pierre où s'activent nos marchands, scribes et navigateurs. Dans les rues parfumées de coriandre, d'encens et de poussière chaude, la ville murmure ses secrets à ceux qui savent écouter. C'est ici, dans ce théâtre éclatant entre Orient et Occident, que naît Cléopâtre. En l'an 69 avant Jésus-Christ, sous le règne du roi Ptolémée XII, dit Olette, elle pousse ses premiers cris dans un palais de marbre blanc veiné d'or. Fille des pharaons mais aussi héritière d'Alexandre le Grand, elle grandit dans une Égypte gouvernée par une dynastie grecque installée depuis bientôt 3 siècles. Son monde, c'est un carrefour, un mélange, une fusion d'art, de langue, de culture et de dieux. Dans les couloirs immenses du palais, Cléopâtre court pieds nus, sa robe de lin flottant derrière elle. Elle s'arrête parfois devant les fresques murales représentant Isis et Osiris, fascinée par les récits que lui murmure sa nourrice. Elle apprend à lire les hiéroglyphes, puis les lettres grecques, et plus tard les mots latins. Très vite, on s'émerveille de sa mémoire. Elle écoute, observe, retient. Elle parle déjà plusieurs langues, et plus tard, elle en maîtrisera 9. Sa voix est douce, mais ferme. Elle charme autant qu'elle impose. Dans la cour, elle croise souvent ses frères et sœurs. Le sang qui les unit n'empêche pas les tensions. La fratrie ptolémaïque est une poudrière. Tous rêvent de pouvoir. Tous savent qu'un jour, le trône ne pourra accueillir qu'un seul souverain. Leur père, le roi, n'est qu'un pantin affaibli, détesté du peuple pour ses excès, aimé des dieux pour sa musique. Il préfère sa flûte à ses conseillers et sa retraite au pouvoir. Il fuit les responsabilités et parfois même Alexandrie, laissant derrière lui une cour fragile, sans boussole. Cléopâtre regarde son père avec un mélange de tendresse et de déception. Elle sent déjà que ce royaume a besoin de mains plus solides. Lorsqu'elle n'est pas au palais, elle se faufile dans les marchés de la ville, voilée, méconnaissable. Là, elle écoute les doléances des pêcheurs, les colères des femmes, les prières des anciens. Elle apprend l'Égypte au-delà de ses murs. Elle comprend ce peuple qu'aucun de ses ancêtres n'a jamais vraiment écouté. Contrairement aux autres membres de sa dynastie, elle apprend la langue égyptienne, un choix rare, presque sacrilège chez les siens. Mais Cléopâtre veut régner différemment. Elle ne veut pas seulement être reine de droit, elle veut être reine de cœur. Dans sa chambre, à la nuit tombée, elle rêve en regardant les étoiles par-delà les colonnes. Elle pense aux reines passées, à Hatshepsut, à Néfertiti.
Elle se promet en silence de leur succéder dans la mémoire des hommes. Lorsqu'un serviteur entre discrètement avec une tablette d'argile ou un rouleau de papyrus, elle s'assied sur les coussins moelleux et étudie les mathématiques, la rhétorique, la philosophie grecque, les mythes romains. Elle est une érudite avant d'être une souveraine. Mais derrière cette soif de savoir, elle cache une blessure, celle de vivre dans l'ombre d'un trône incertain, d'un avenir qui s'écrit dans la peur des complots, des empoisonnements, des trahisons. Un jour, alors qu'elle assiste à une cérémonie religieuse dédiée à Isis, elle est frappée par la solennité des prêtres, par la ferveur du peuple prosterné. Elle ne bouge pas, fascinée par cette foi capable de faire trembler les murs. À cet instant, elle comprend que la religion est une clé du pouvoir, et qu'il lui faudra, pour régner, non seulement la sagesse des philosophes, mais aussi l'aura d'une déesse. Le Nil continue de couler, indifférent aux ambitions humaines. Il charrie les secrets de l'Égypte, de ses temples, de ses tombeaux oubliés. Cléopâtre, encore adolescente, le contemple souvent depuis les balcons du palais. Elle écoute les histoires des anciens rois, gravées dans la pierre, effacées par le sable, mais toujours vivantes dans la mémoire du fleuve. Dans ses yeux une flamme. Elle ne sera pas qu'une princesse parmi d'autres, elle se le promet. Elle sera Cléopâtre, une souveraine, une légende. Un nom que l'on murmure encore des siècles après que le silence aura recouvert son royaume. Mais avant cela, elle devra traverser bien des tempêtes et faire face à un destin que nul ne peut dompter. Le vent souffle doucement sur les jardins suspendus du palais d'Alexandrie. Le parfum du jasmin flotte dans l'air, tandis que les lotus s'ouvrent lentement à la surface des bassins. Mais derrière cette beauté tranquille, l'orage gronde. Le roi Ptolémée XII n'est plus. Sa mort, attendue et redoutée, laisse derrière lui un vide aussi fragile que dangereux. Les couloirs du pouvoir bruissent de murmures, de soupirs retenus, de regards méfiants. La tradition impose que Cléopâtre règne aux côtés de son jeune frère, Ptolémée XIII, à peine un enfant, docile et malléable. Mais Cléopâtre, elle, n'est ni docile ni malléable. Elle sait lire les cartes du pouvoir, déchiffrer les intentions cachées derrière les sourires polis, sentir le poison derrière le miel. Elle comprend que le trône ne peut être partagé sans risque. Dans les premières semaines de leur règne commun, elle tente de garder le contrôle. Elle siège seule aux audiences. Elle fait frapper des pièces à son effigie. Elle signe les décrets de son nom seul. Elle se montre, elle agit, elle décide, une reine dans toute sa puissance. Mais autour d'elle, les conseillers de son frère s'agitent. Ces hommes de l'ombre voient en Cléopâtre une menace à éliminer. Lentement, ils l'écartent, répandent des rumeurs, sèment la discorde. Un matin, elle découvre qu'on lui refuse l'accès à la salle du trône. Le coup d'État est silencieux mais brutal. Elle est chassée du palais, contrainte à l'exil. Accompagnée de quelques fidèles, elle quitte Alexandrie sous le ciel lourd d'un crépuscule d'injustice. Son frère règne désormais seul, ou du moins en apparence, manipulé par ceux qui tirent les ficelles. Mais Cléopâtre ne cède pas. Elle n'est pas de celles qui disparaissent dans l'ombre. De l'autre côté du Nil, elle rassemble une armée. Modeste mais déterminée, des hommes loyaux, des partisans de la légitimité, des soldats qui croient en son charisme. Elle prépare son retour. Pendant ce temps, une autre puissance approche, Rome. L'Empire aux 1000 légions, maître de la Méditerranée, s'intéresse de près aux affaires d'Égypte. Rome ne supporte pas l'instabilité. Pour ses généraux, l'or du Nil est plus précieux encore que les champs d'Italie. Et au sommet de cette machine militaire, un homme, Jules César. En l'an 48 avant Jésus-Christ, César arrive à Alexandrie
poursuivant son rival Pompée jusqu'aux rives de l'Égypte. Mais lorsqu'il débarque, il découvre un royaume en crise, divisé, instable. Pompée, quant à lui, a déjà été trahi et assassiné par les partisans de Ptolémée XIII, un geste que César désapprouve profondément. La situation devient complexe. Cléopâtre le sait. Elle voit dans César bien plus qu'un arbitre. Il est une clé, un tournant, une force capable de rétablir l'ordre, à condition de l'amener à ses côtés. Mais comment approcher l'homme le plus surveillé de la ville alors qu'elle est traquée, menacée, bannie de la cour? C'est là qu'intervient le mythe. Une nuit, à l'abri des regards, elle se fait enrouler dans un tapis de lin qu'un serviteur transporte jusque dans les appartements privés de César. Lorsque le tissu se déploie, c'est une apparition. Cléopâtre surgit, telle une déesse, les yeux sombres et calmes, la voix douce et assurée. Ce n'est pas une supplique qu'elle lui adresse, mais une proposition, un pacte entre deux mondes, deux volontés, deux solitudes. César est séduit par son audace, par son intelligence, par son regard qui semble percer au-delà des murs. Très vite, il la soutient. Ensemble, ils reprennent le contrôle d'Alexandrie. La guerre éclate. Le palais devient un champ de bataille. Le feu consume les entrepôts et selon la légende, une partie de la bibliothèque est perdue dans les flammes. Mais Cléopâtre tient bon. Elle défie la peur. Elle reste aux côtés de César, même au plus fort des combats. Et lorsque le calme revient enfin sur la ville, elle est de nouveau reine, cette fois sans partage. Son frère est mort, noyé alors qu'il fuyait. Le trône est à elle et à elle seule. Elle épouse symboliquement un autre frère plus jeune, comme l'exige la coutume, mais elle gouverne seule, en femme libre, consciente de sa force. Cléopâtre a franchi un seuil. Elle n'est plus l'adolescente curieuse des couloirs du palais. Elle est devenue souveraine, étrangère à la faiblesse, maîtresse de son destin. Elle a affronté l'exil, les trahisons, la guerre, et en est sortie plus forte. Elle sait que désormais, son nom sera inscrit dans les chroniques du monde. Elle a conquis son trône par le courage et la ruse. Mais le plus difficile reste à venir, car les regards de Rome ne s'éteignent jamais, et pour chaque faveur accordée, un prix devra être payé. Cléopâtre regarde le Nil. Il coule toujours, impassible. Mais elle n'est plus la même. Elle est une reine qui a vu le feu et n'a pas reculé. Une femme dans un monde d'hommes, et son règne ne fait que commencer. La nuit tombe sur Alexandrie comme un rideau de velours sombre, et les flambeaux s'allument un à un le long des portiques du palais. Dans les quartiers privés où l'on murmure plus qu'on ne parle, une tension discrète flotte dans l'air. Là, au cœur du dédale de couloirs dorés, Jules César repose, un homme au sommet de son pouvoir, mais las des intrigues, des trahisons, des batailles qu'il a laissées derrière lui à Rome. Il ignore encore que cette nuit marquera un tournant, non seulement pour lui, mais pour l'histoire tout entière. Un serviteur arrive, portant un tapis de lin roulé sur l'épaule. Rien ne laisse deviner l'éclat du destin caché dans ses plis. Lentement il le dépose, et lorsqu'il le déroule, une silhouette s'en extirpe avec la grâce d'un félin. Les drapés tombent au sol dans un bruissement de soie, et là, devant César se tient Cléopâtre, pas une mendiante venue supplier un général, mais une reine venue négocier son avenir. Elle le regarde, calmement, sans peur. Ses yeux sont noirs, intelligents, insondables. Sa voix est douce, mais son ton ne tremble pas. Elle parle un grec fluide, orné de tournures égyptiennes.
avec une précision de rhéteur. Elle parle de son peuple, de son droit au trône, de son amour pour sa terre. Mais elle ne cherche ni pitié ni alliance imposée. Elle offre une vision, un avenir où Rome et l'Égypte, loin de s'affronter, pourraient se comprendre, se respecter. César l'écoute. Lui, l'homme qui a conquis les Gaules, écrasé Pompée, défié le Sénat, se trouve face à une femme dont la seule présence semble réécrire les règles du pouvoir. Elle ne lui ressemble en rien, et pourtant, elle le comprend mieux que quiconque. Ce qu'il voit en elle n'est pas simplement de la beauté, bien qu'elle soit élégante, raffinée, magnétique, mais une flamme rare, faite d'intelligence, de stratégie et de calme, une femme qui pense comme un général, mais rêve comme un poète. Très vite, leur relation dépasse la politique. César et Cléopâtre deviennent amants, unis par une passion faite d'ambition partagée et de respect mutuel. Il l'admire, elle le devine, elle l'inspire, il la protège. Ensemble, ils ne forment pas un couple ordinaire, mais une force, un pacte entre deux mondes, entre deux intelligences. Pendant que les rues d'Alexandrie reprennent leur souffle après les combats, Cléopâtre reprend la place qui lui revient. Elle siège à nouveau sur le trône, désormais aux côtés de César. Mais leur union ne plaît pas à tous. À Rome, les sénateurs murmurent « Une reine orientale dans les bras du dictateur ». C'est une menace, une hérésie, une trahison de la vertu romaine. Les rumeurs se répandent, les caricatures circulent, mais César ne s'en émeut pas. Au contraire, il invite Cléopâtre à le suivre à Rome. Elle accepte, et bientôt, la reine d'Égypte fait son entrée dans la ville éternelle. Son arrivée crée un choc, drapée de vêtements somptueux, suivie de serviteurs portant les parfums du Nil et les bijoux du désert. Cléopâtre fascine autant qu'elle effraie. On l'observe, on la juge, mais on ne peut l'ignorer. Elle s'installe dans une villa en dehors du centre, entourée de ses proches, de ses prêtres, de ses coutumes. Elle organise des banquets, reçoit les philosophes, échange avec les érudits. Certains sénateurs viennent la rencontrer, par curiosité ou par prudence. D'autres la fuient, redoutant son influence. À Rome, elle découvre un monde nouveau, rigide, militaire, pragmatique. Mais elle s'y déplace avec la grâce d'un souffle de vent. Elle ne cherche pas à dominer, mais à s'intégrer, à comprendre. Elle visite les temples, écoute les discours, analyse les lois. Elle ne veut pas simplement être une invitée, elle veut apprendre, anticiper, s'adapter. Dans les jardins romains, elle marche parfois seule, en silence. Elle pense à l'Égypte, à Alexandrie, à son peuple. Elle sait que son absence là-bas est un risque, mais elle sent aussi que son avenir dépend de cette alliance. César, de son côté, ne cache rien. Il présente leur fils, Césarion, comme son enfant. Il parle ouvertement de son amour pour Cléopâtre. Il défie le regard des autres, car il se sent intouchable. Il rêve d'un empire où Rome et l'Égypte seraient unis, d'une dynastie nouvelle. Mais ce rêve ne plaît pas à tous. Le danger grandit, les complots s'épaississent, et un jour, le 23 mars de l'an 44 avant Jésus-Christ, dans les couloirs du Sénat, les lames tombent sur le corps de Jules César. Assassiné par les siens, trahi par ceux qu'il croyait fidèles. La nouvelle frappe Cléopâtre comme un coup de tonnerre. À Rome, elle est soudain vulnérable, étrangère, veuve, isolée. Elle sait qu'elle doit partir, vite, rejoindre son royaume, protéger son fils, redevenir reine. Elle quitte Rome dans le silence, sans fracas, mais avec la détermination glacée de ceux qui ont survécu à la perte. De retour en Égypte, elle regarde le port d'Alexandrie s'étendre devant elle. Elle n'a plus César,
mais elle a un héritier et un royaume à gouverner. Dans le tumulte de son cœur, une certitude subsiste. Elle ne laissera pas les vents de Rome souffler sur la mémoire de son amour. Elle honorera César non par des larmes, mais par la grandeur, par la force, par la continuation d'un rêve inachevé. Le soleil se lève lentement sur l'Égypte, baignant les terres fertiles du delta dans une lumière dorée et tiède. Les bateaux glissent sur le Nil dans un silence paisible, leurs voiles gonflées par une brise légère qui transporte l'odeur du papyrus, du miel et du sable chaud. Depuis les terrasses du palais royal d'Alexandrie, Cléopâtre contemple son royaume. Elle est de retour, veuve du plus puissant des Romains, mais plus forte que jamais. Elle n'a plus de protecteur, plus d'amant, plus d'alliés imposés par les circonstances. Elle n'est plus dans l'ombre de César. Elle est désormais seule maîtresse de l'Égypte, et elle s'apprête à régner à sa manière. Dans les premiers mois qui suivent son retour, elle consacre toute son énergie à la stabilisation du royaume. Elle fait réparer les canaux d'irrigation, surveille la collecte des impôts, soutient les temples et les prêtres. Elle ne gouverne pas à distance. Elle est présente, attentive, au cœur de chaque décision. Elle fait frapper de nouvelles pièces à son effigie, tenant le sceptre d'Isis, réaffirmant le lien sacré entre la reine et la déesse. Les cérémonies religieuses reprennent leur faste. Cléopâtre s'y rend voilée de blanc, marchant lentement entre les colonnes des temples antiques, portée par le chant des prêtres et le regard fervent du peuple. Elle parle leur langue, honore leurs dieux, respecte leurs coutumes. Pour la première fois depuis des générations, l'Égypte sent que sa souveraine n'est pas une étrangère imposée, mais une véritable fille du Nil. À Alexandrie, la vie intellectuelle renaît. Elle soutient les savants, les astronomes, les médecins. Elle finance des traductions, invite des penseurs de tout le bassin méditerranéen. Les salles d'études vibrent à nouveau des voix passionnées qui déchiffrent les mystères du ciel et du corps humain. Elle comprend que le savoir est une richesse plus durable que l'or. Elle veut qu'Alexandrie redevienne un phare, non seulement pour l'Égypte, mais pour le monde. Cléopâtre ne gouverne pas dans le silence. Elle sait user des symboles. Lorsqu'elle apparaît en public, c'est toujours avec une mise en scène subtile. Drapée de soie colorée, ceinte de bijoux finement ciselés, elle incarne la beauté et le pouvoir dans leur forme la plus hypnotique. Sa voix est calme, sa démarche lente, son regard inébranlable. Elle inspire la crainte chez ses ennemis et l'admiration chez ceux qui croisent sa route. Mais derrière l'apparence règne une stratège. Elle surveille Rome, sait que l'assassinat de César a laissé un vide que d'autres veulent combler. Elle suit de près les tensions entre les héritiers du pouvoir romain et observe l'ascension d'un homme, Marc Antoine, général respecté, ancien ami de César, orateur fougueux. Il incarne une Rome plus souple, plus charnel, moins rigide. Cléopâtre le rencontre à Tarse, au cœur de l'Anatolie, et leur entrevue devient rapidement une légende. Elle arrive sur un navire somptueux, voile pourpre flottant au vent, encens brûlant sur le pont, musiciens jouant des airs anciens. Elle se présente comme Aphrodite, venant à la rencontre de Dionysos. Marc-Antoine, surpris, séduit, ébloui, tombe sous le charme. Mais au-delà de la séduction, c'est une alliance qui naît. Ils se ressemblent. Deux figures puissantes, à la fois politiques et passionnées. Ils partagent une même vision, celle d'un Orient fort, capable de rivaliser avec Rome. Ils restent plusieurs mois à ses côtés. Ensemble, ils voyagent en Égypte, visitent les temples, organisent des fêtes où l'opulence devient message politique. Ils se montrent unis, inséparables,
comme deux astres gravitant autour d'un même rêve. Marc-Antoine lui offre des terres, des titres, et reconnaît Césarion comme héritier légitime de César. En retour, Cléopâtre lui donne des ressources, des troupes, une légitimité orientale. Leur amour devient un acte de pouvoir, une provocation envers Rome. Car à Rome, on les observe, on les critique, on les redoute. Certains parlent d'une trahison, d'une reine orientale qui ensorcelle les généraux, d'une femme qui rêve d'un empire oriental. Cléopâtre, elle, ne se laisse pas troubler. Elle trace sa voie. Son royaume prospère, les récoltes sont bonnes, les entrepôts pleins, les coffres garnis. Elle a conquis ce que peu de femmes ont osé imaginer, un règne solide, un peuple fidèle, un amour puissant et une place centrale dans le jeu des empires. Mais dans les ombres, les vents changent. Octave, le fils adoptif de César, rassemble ses forces. Il voit en Cléopâtre et Marc-Antoine non seulement des rivaux, mais une menace existentielle à son pouvoir. Il les accuse publiquement de vouloir diviser Rome, de trahir les valeurs ancestrales. La propagande s'intensifie, des statues de Cléopâtre sont moquées, des pièces la représentant sont déformées. On raconte qu'elle veut gouverner Rome, asservir ses hommes, étouffer sa grandeur. La guerre semble inévitable. Mais en Égypte, Cléopâtre ne faiblit pas. Elle continue de régner avec calme et majesté, confiante en son allié, en leur amour, en leur stratégie. Elle ne sait pas encore que le vent qui souffle sur Rome est plus fort que prévu, que le monde occidental s'apprête à basculer. Mais en cet instant précis, au sommet de sa gloire, elle incarne tout ce que l'Égypte avait rêvé. Une reine puissante, instruite, respectée, redoutée. Une souveraine à part entière, une étoile brûlante dans la nuit des siècles. Lorsque les vents du désert soufflent sur les pierres anciennes de Thèbes, et que les ombres s'allongent sur les temples endormis, les échos d'un amour légendaire semblent encore vibrer dans l'air brûlant. L'histoire de Cléopâtre et de Marc-Antoine dépasse les passions ordinaires. Ce n'est pas une romance fugace, mais une alliance ardente, tissée de désir, de stratégie, de tendresse et de feu. Ils ne sont pas seulement deux amants, mais deux royaumes entiers qui se frôlent, deux mondes qui se cherchent, s'attirent et s'affrontent dans une étreinte sublime et dangereuse. Leur relation commence à Tarse, mais c'est en Égypte qu'elle prend racine, dans la lumière dorée du Nil et sous les cieux infinis de l'Orient. Marc-Antoine rejoint Cléopâtre dans son palais d'Alexandrie, et très vite, il est fasciné par sa façon de régner, sa manière de vivre, son intelligence vive. Cléopâtre, elle, trouve en lui un égal. Il n'est pas César. Il est plus impulsif, plus humain, parfois plus fragile aussi. Mais il l'aime comme aucun autre ne l'a aimé, sans calcul, sans distance. Ils se découvrent, se parlent longuement, partagent leurs doutes, leurs rêves, leurs souvenirs. Ils rient ensemble, ils s'écoutent, ils se comprennent. Leur amour devient une oasis dans le tumulte des empires. Ensemble, ils font de la société des inimitables, un cercle restreint d'amis et de fidèles, qui se retrouvent pour festoyer, philosopher, rire, manger, boire et rêver. Les banquets qu'ils organisent défient l'imagination. Les salles sont illuminées par des centaines de lampes à huile suspendues dans les airs. Les tables débordent de fruits exotiques, de viandes rares, de vins venus des confins de l'Asie. Des musiciens jouent sans fin. Les parfums flottent dans l'air. Les convives marchent sur des tapis de pétales de rose. Mais derrière cette opulence, un message
Cléopâtre ne célèbre pas seulement la vie, elle affirme son pouvoir, son raffinement, sa supériorité. Elle montre que l'Égypte n'a rien à envier à Rome. Antoine, émerveillé, se laisse guider dans ce monde sensuel où tout semble plus vivant, plus libre, plus profond. Il adopte les coutumes égyptiennes, porte des vêtements de lin, participe au rituel, apprend les dieux du Nil. Certains disent qu'il se perd, d'autres qu'il renaît. Pour Cléopâtre, cette immersion est une victoire, mais elle n'aveugle pas son jugement. Elle sait que Rome la guette. Octave, l'ennemi invisible, n'attend qu'un faux pas. Et ce faux pas arrive lorsqu'Antoine, influencé par sa passion, commence à accorder des territoires orientaux à Cléopâtre et à leurs enfants. Il proclame Césarion héritier légitime de César, ce que Rome refuse catégoriquement. Le scandale enfle. Les sénateurs crient à la trahison. Octave déclare la guerre à Cléopâtre et par extension à Antoine. Les alliances se brisent, les légions se rassemblent, le destin s'accélère. Mais dans la lumière fragile des derniers jours de paix, Cléopâtre et Marc-Antoine savourent encore quelques instants d'éternité. Ils voguent sur le Nil, allongés sur des coussins d'ivoire, leurs doigts entrelacés, écoutant les chants lointains des prêtres, contemplant les étoiles et se racontant des histoires anciennes. Ils savent que la guerre approche, mais ils veulent se souvenir de la douceur avant la tempête. Lorsque la bataille d'Actium éclate en l'an 30 et un avant Jésus-Christ, elle ne ressemble à aucune autre. Une confrontation navale titanesque entre Rome et l'Égypte. Antoine et Cléopâtre prennent la mer avec leur flotte unie, mais face à Octave, à la stratégie implacable, au vent défavorable, tout vacille. La bataille tourne au désastre. Au milieu du fracas, Cléopâtre ordonne la retraite. Antoine, croyant qu'elle l'abandonne, la suit. C'est la fin. Les légions désertent, les soutiens s'effritent, les rumeurs se propagent. Leur amour, autrefois leur force, devient leur faiblesse. Repliés à Alexandrie, ils errent dans les couloirs de leur palais silencieux. Cléopâtre tente encore de négocier avec Octave. Elle propose l'abdication, l'exil, l'or, tout sauf la soumission. Mais Octave ne veut rien céder. Il veut Rome purifiée. Il veut Césarion mort. Il veut Cléopâtre humiliée. Antoine, blessé dans son orgueil, rongé par la défaite, s'isole. Il ne comprend plus. Il doute, il souffre, et un matin, croyant Cléopâtre morte, il se transperce de son épée. Agonisant, il apprend qu'elle est encore vivante. On le transporte jusqu'à elle. Dans un dernier souffle, il meurt dans ses bras, le regard noyé dans le sien. Cléopâtre reste seule. Dans les jours qui suivent, elle organise ses affaires, écrit des lettres, prépare son départ. Elle sait que l'histoire ne pardonne pas les reines vaincues, mais elle ne laissera pas Octave la traîner en triomphe dans les rues de Rome. Elle refuse de devenir un trophée. Elle est une reine. Elle mourra en reine. Elle se pare de sa plus belle robe, fait brûler de l'encens et s'allonge dans son tombeau préparé. Selon la légende, elle fait entrer un panier contenant un aspic. Le serpent, symbole d'éternité et de royauté, la mort. En quelques instants, le poison glisse dans ses veines. Elle ne crie pas. Elle ferme les yeux. Et dans le silence doré du crépuscule, Cléopâtre quitte ce monde avec la dignité des grandes, le mystère des déesses, la force des légendes. À ses côtés, 2 servantes fidèles s'endorment elles aussi pour l'éternité. Son corps est retrouvé par Octave, mais son esprit lui échappe à jamais.
L'amour de Cléopâtre et Marc-Antoine, plus fort que la guerre, plus vaste que les empires, continue de flotter dans les airs chauds d'Égypte, dans les temples, dans les chants, dans les rêves. Deux âmes unies au-delà de la mort, dont les noms s'enlacent encore dans la poussière dorée du temps. Les colonnes d'Alexandrie s'élèvent dans un silence figé, comme figé dans le souffle brûlant d'un empire à l'agonie. Le palais royal, autrefois vibrant d'échos, de rires, de musique et de parfums, est désormais un mausolée vivant, habité par l'attente, l'ombre et le souvenir. Cléopâtre est seule, enfermée dans ses appartements, sous la surveillance des légionnaires d'Octave. Elle sait que tout est perdu, ses armées sont défaites, son royaume est conquis, son amour est mort dans ses bras. Pourtant, elle ne pleure plus. Ses larmes se sont tues depuis plusieurs jours déjà. Elle marche lentement dans les couloirs, touchant du bout des doigts les fresques effacées, les tentures muettes, les colonnes poussiéreuses. Elle pense à sa jeunesse, à ses espoirs, à ses promesses. Elle revoit la lumière sur le port, la foule acclamant son nom, le rire de Césarion, les yeux brillants de Marc-Antoine, les soirs dansants et de soie. Tout cela est derrière elle. Elle le sait, mais ce qu'elle refuse, c'est de devenir un trophée, car Octave, le vainqueur silencieux, veut l'exhiber. Il veut l'emmener à Rome, la montrer comme on montre une bête rare, une étrangère domptée, une reine brisée. Mais Cléopâtre n'est pas née pour la cage. Elle est faite d'or et de feu, d'orgueil et de silence. Elle ne sera jamais une captive. Alors elle prépare sa fin. Elle se part lentement, comme pour une cérémonie sacrée. Elle choisit une robe blanche, tissée de lin pur, brodée d'or. Elle se coiffe avec soin, dépose sur ses paupières un soupçon de colle, et autour de son cou les colliers des anciennes reines. Elle allume des encens, fait venir ses deux servantes les plus fidèles, Eiras et Charmion. Elles savent, elles n'ont pas besoin de mots. Cléopâtre leur donne ses dernières instructions, confie ses trésors à ses enfants, laisse un message à Octave, une lettre digne et calme, où elle le supplie d'épargner Césarion, son fils, héritier de César. Puis elle s'allonge dans son mausolée, préparé depuis des années déjà, une pièce voûtée, ornée de symboles anciens, à l'abri du bruit du monde. Là, dans le silence, elle attend. Un panier est apporté. À l'intérieur, caché sous des figues fraîches, repose un aspic. Le serpent, symbole sacré d'Isis, incarnation de l'éternité, glisse lentement entre ses doigts. Cléopâtre le regarde sans peur. Elle lui tend son bras. La morsure est brève, une piqûre presque douce. Le poison se répand, froid et brûlant, le long de ses veines. Elle ferme les yeux. Son souffle devient plus léger, comme une brise sur les airs, les eaux calmes du Nil. Et lentement elle s'endort. Les servantes la rejoignent dans un geste de fidélité ultime. Lorsque les soldats d'Octave ouvrent la porte, quelques heures plus tard, ils trouvent une reine immobile, magnifique, intacte. Son visage est paisible, ses lèvres légèrement courbées, comme dans un dernier secret. Octave la contemple longtemps, sans rien dire. Il voit qu'il a gagné la guerre, mais perdu le mythe, car Cléopâtre, dans la mort, lui a échappé. Elle a choisi sa fin, sculpté sa propre légende. On raconte que son corps fut enterré avec celui de Marc-Antoine dans un tombeau que nul n'a jamais retrouvé. Peut-être repose-t-elle encore quelque part au bord du Nil, sous une pierre effacée, bercée par les murmures du fleuve, mais son nom, lui, n'a jamais disparu. Il a traversé les siècles, les royaumes, les civilisations. Il a inspiré les poètes,
les peintres, les dramaturges. Il a été murmuré dans les salons de la Renaissance, chanté dans les opéras, gravé dans les livres. Cléopâtre. Ce nom brille comme un diamant noir dans la mémoire de l'humanité. Ni sainte, ni sorcière, ni simple souveraine. Une femme complexe, vivante, passionnée, redoutable et fragile à la fois. Une reine qui a aimé jusqu'au bout, régné avec audace, résisté avec grâce. Son histoire n'est pas seulement celle d'un trône ou d'un empire, c'est celle du courage de vivre selon ses propres règles, jusqu'au dernier souffle. Et dans le silence qui suit, quand la voix se tait et que le sommeil approche, il reste l'image d'une silhouette drapée de lumière, marchant lentement au bord du Nil, entre les roseaux, loin du tumulte des hommes. Cléopâtre, une légende, une éternité. Si cette histoire vous a plu, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. C'était le Conteur. À bientôt pour de nouvelles histoires.